toutes et à tous. Donc déjà, en préambule, je voulais rappeler rapidement que l'ACHA entendait donner régulièrement la parole aux jeunes chercheurs de la discipline, notamment par sa présence au congrès Roton, qui est organisé par l'ACHA tous les ans, depuis 2 ans, mais aussi par la mise en place d'une session annuelle consacrée aux thèses récemment soutenues en histoire de l'architecture, et donc avec le Doctathlon qui fait intervenir des doctorants actuellement en thèse, inscrits à l'université ou en école d'architecture. Cette manifestation du Doctathlon, comme vient de le rappeler Guy, elle est organisée par l'AHA depuis 2018. Et l'objectif, c'est d'ouvrir un questionnement autour d'enjeux méthodologiques en prenant comme point de départ, en fait, un déclic, donc c'est-à-dire un moment décisif auquel les étudiants étaient confrontés au cours de leur recherche. Cette année, le Doctathlon a été organisé par le comité composé d'Arnaud Schonner, Sylvie Levotte et moi-même et se divise en 2 sessions. On a une première session qui porte davantage sur les problématiques liées aux archives et notamment à l'accès des fonds privés. Et on a une deuxième session qui se concentre sur les processus de délimitation des corpus à l'étude. À l'issue de chaque session, il est prévu un temps de questions et surtout de discussion avec la salle. Et donc, je remercie moi aussi les différents doctorants qui sont là aujourd'hui d'avoir soumis des propositions pour cette journée. Et on remercie également notre modératrice, Christelle Palon-Frappier, qui est maîtresse de conférence à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine. Et donc, c'est elle qui va nous présenter les différents intervenants de cet après-midi. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Cléa, bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes ravis effectivement d'accueillir 4 jeunes doctorants et doctorantes qui vont pouvoir nous présenter leurs travaux et leur fameux déclic. On va commencer cet après-midi avec Maïté Richouli qui est architecte. Vous êtes diplômée de l'école d'architecture de Toulouse en 2006, puis diplômée de l'école de Chaillot en 2009, donc vous êtes architecte du patrimoine. Et ensuite, vous avez donc exercé une activité au sein de différentes agences d'architecture en chef de monuments historiques, avant de décider assez récemment donc, de faire une thèse, donc depuis 2021, si je ne m'abuse, sous la direction de Nathalie Simoneau. Donc cette thèse porte notamment sur les bourses d'État des architectes. Et donc vous allez pouvoir nous présenter justement les enjeux méthodologiques à travers des corpus qui sont a priori assez énormes et assez compliqués aussi à traiter. Je vous remercie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, vous m'entendez? Oui. Donc, je remercie déjà tout d'abord l'association d'avoir retenu ma proposition de contribution. Donc, je l'ai intitulée les bourses de voyage d'État des architectes, enjeux méthodologiques autour d'une approche par le grand nombre et l'hétérogénéité des fonds d'archives privés. Alors, cette communication, comme on vient de le dire, découle des recherches effectuées pour ma thèse qui s'intitule Le voyage d'études de l'architecte français, les bourses d'État 1881-1952. Alors, pour vous situer mon état d'avancement actuel, je viens de démarrer la 3e année de doctorat. Donc, j'ai quasiment terminé la phase d'analyse et j'entame celle de la rédaction. Donc, je dis quasiment terminé la phase d'analyse, puisqu'on va le voir après par la suite. Il me reste quelques fonds d'archives à consulter et j'exprimerai un peu ces difficultés de consultation et d'identification qu'on peut avoir pour certains fonds privés sur lesquels je travaille. Alors, tout d'abord, que sont ces bourses de voyage? Ce sont des récompenses créées en 1881 sous la Troisième République et décernées par l'État jusque dans les années 50-60 à plusieurs catégories de jeunes artistes, dont des architectes, pour leur permettre de parfaire leur formation en voyageant à l'étranger. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail du contexte institutionnel de leur création, mais on peut juste en retenir la volonté de marquer l'avènement du nouveau régime par la création de récompenses gouvernementales indépendantes de l'Académie des Beaux-Arts, qui détenait jusque-là cette exclusivité avec le prix de Rome, mais également parce qu'à partir des années 1880, l'État va se désengager progressivement de la gestion du salon officiel et reporter ses contributions dans le domaine artistique sur des commandes, des achats et des récompenses. Donc après une campagne d'appel à participation, les bourses sont décernées chaque année au mois de juin à l'issue des salons officiels annuels.
par le Conseil supérieur des beaux-arts. Alors pourquoi à l'issue des salons? Parce que ces bourses ont pour objectif de récompenser l'excellence du travail des artistes ayant exposé au salon. Et la principale innovation apportée par ce système de bourses en cette fin de 19e siècle, c'est la grande vague de libéralisme à laquelle elles sont associées. Armand Daillot, qui est un des membres éminents du Conseil supérieur des beaux-arts et qui va participer à la renommée de ces bourses, résume les enjeux qui leur sont associés dans la notice du catalogue de l'exposition des prix nationaux et boursiers de voyage de 1895-1896. Je vais vous en lire rapidement quelques extraits. L'État accorde chaque année un prix national et des bourses de voyage à quelques artistes âgés de moins de 32 ans. La condition imposée est la seule, est de voyager à l'étranger. Passez la frontière, leur dit-il, voyez des pays nouveaux, visitez l'Italie, l'Espagne, l'Afrique, l'Allemagne, la Grèce, les Pays-Bas, le monde entier. Mais le tout en un an et en limitant à la somme de 4 000 francs vos frais de voyage. Pas un sou de plus. Envolez-vous, jeunes gens, jouissez en pleine liberté de l'art et de la vie, vous reviendrez plus fort. En retour, je n'exige rien de vous. Travailler, rêver ou contempler, c'est votre affaire. Encore une fois, vous êtes libre, vous ne me devez rien. Et pour conclure, c'est le prix de Rome pour un an, mais avec toute indépendance dans les études, toute liberté dans le voyage et aucun assujettissement de formule. Donc là, on le verra par la suite, mais la phrase « en retour, je n'exige rien de vous » est fondamentale pour comprendre les enjeux très libéraux de cette récompense d'État, mais aussi, et on va le voir tout à l'heure, elle va avoir un impact important sur les typologies et la localisation des fonds d'archives qu'on va pouvoir consulter aujourd'hui. Alors, le premier enjeu méthodologique que je vais aborder concerne la définition du corpus. Au démarrage de ma thèse, en essayant de cerner l'état de l'art, j'ai découvert que les bourses de voyage d'État ont été à ce jour assez peu étudiées, hormis par l'historien de l'art Alain Bonnet, dans son ouvrage « L'artiste itinérant, le prix du salon et les bourses de voyage distribuées par l'État français 1874-1914 ». Mais l'analyse y est centrée sur le contexte institutionnel de création des bourses, et sur deux catégories d'artistes bénéficiaires que sont les peintres et les sculpteurs. J'ai donc fait le choix de me placer dans la continuité de cette recherche en étudiant une autre catégorie d'artistes, celle des architectes, et en concentrant mon analyse sur les impacts que cette conception très libérale des bourses a eu sur le choix des destinations, des productions des boursiers, ainsi que sur leur carrière professionnelle. Donc, en consultant le journal officiel et les catalogues des salons, j'ai pu rapidement, en première année de thèse, établir la liste des boursiers nommés dans la catégorie architecture et ainsi cerner mon corpus. Donc, le voici, présenté sous la forme d'une prise chronologique où sont indiqués l'ensemble des boursiers nommés entre 1881 et 1952, qui sont les dates extrêmes d'attribution. 2 bourses étaient dévolues chaque année à la section architecture, donc en tenant compte des années d'interruption des 2 guerres mondiales, de la diminution du nombre de bourses attribuées après la Deuxième Guerre mondiale et de quelques bourses en partage, le corpus totalise 113 architectes boursiers. Donc, en début de 2e année de doctorat, quand j'ai démarré la phase d'analyse, il est apparu rapidement que je ne pourrais, pour des questions matérielles et de temps, étudier en détail le parcours des boursiers de l'ensemble du corpus. Pour autant, je souhaitais conserver une part d'analyse globale du système des bourses. J'ai donc finalement opté pour une méthodologie hybride en l'adaptant aux différentes parties du plan de ma thèse. Pour certaines d'entre elles, j'ai pris en compte la totalité du corpus et de la temporalité connue. Pour d'autres, j'ai effectué une sélection réduite de cas d'études. Il était évident qu'il fallait conserver la totalité du corpus et de la temporalité. Il en va de même pour l'étude des voyages effectués. Car pour pouvoir établir, par exemple, des données statistiques sur les destinations choisies ou sur l'existence de tendances, de modèles types de voyage, il est nécessaire d'étudier les données en grand nombre. Pour illustrer cette méthodologie, je vais vous présenter brièvement le travail de cartographie que j'ai réalisé sur les voyages. Donc, je rappelle que les boursiers étaient entièrement libres pour leur choix, dans leur choix pour les destinations de voyage et n'étaient tenus qu'à une seule obligation, informer l'administration des beaux-arts avant de partir et tout au long de leur voyage des destinations envisagées, ne serait-ce que pour pouvoir établir les passeports nécessaires et informer le personnel consulaire. Les échanges avec l'administration des beaux-arts ont été
archivées dans des dossiers individuels de boursiers qui sont aujourd'hui conservés aux archives nationales. Les informations contenues dans ces dossiers permettent d'établir des cartographies précises des parcours empruntés, mais aussi, comme présenté ici, faire des statistiques sur les fréquences de choix des différentes destinations. Donc, on peut remarquer notamment que la destination la plus courante reste l'Europe pour des questions notamment budgétaires sur ce type de bourse. Je me suis également interrogée sur l'existence de tendances dans les destinations de voyage. En effet, on retrouve des modèles de parcours très récurrents. Par exemple, celui que j'ai intitulé « Le circuit académique en Méditerranée », où est représenté le parcours emprunté par Adrien Chancel en 1881-1882, qui passe par l'Italie, la Grèce et poursuit jusqu'à Constantinople dans l'actuelle Turquie. Ou encore celui illustré par le voyage de Paul à Lorge en 1889-1890, qui s'intitule « À la recherche de modernité en Europe du Nord ». Donc, apparaissant dans les années 1890, ce circuit traversant l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, traduit une volonté de partir à la découverte de nouveaux courants architecturaux, tels que l'Art nouveau et ses équivalents. J'en reviens aux méthodologies empruntées en matière de corpus concernant les deux dernières parties du plan de ma thèse, à savoir le profil des boursiers, où vont notamment être abordées les notions de place et d'impact de la bourse dans la carrière professionnelle des boursiers, et la dernière partie qui concerne les productions réalisées pendant leur voyage. Donc pour ces deux parties, j'ai fait le choix, contrairement aux deux premières, d'un corpus réduit. L'établissement de cette sélection est complexe car il faut veiller, en réduisant le nombre de cas d'études, à conserver un équilibre tout en restant représentatif de la totalité du corpus. Donc la vingtaine de cas d'études qui a été retenue et que vous voyez entourée en rouge sur la frise chronologique, elle a été retenue de manière à être représentative à la fois des différentes périodes d'attribution, des destinations choisies, des productions réalisées, mais également aussi, et on le verra dans la deuxième partie de ma présentation, en fonction de l'accessibilité des sources. Donc j'en viens justement à cette deuxième partie, le deuxième enjeu méthodologique qui s'est révélé dans le cadre de cette recherche, qui concerne l'identification des fonds d'archives. Donc pour cela, rappelez-vous le propos d'Armand Daillot que j'ai cité au début de l'intervention. En retour, je n'exige rien de vous. Travailler, rêver ou contempler, c'est votre affaire. Encore une fois, vous êtes libre, vous ne me devez rien. Donc le règlement très libéral des bourses va rendre complexe l'identification des fonds d'archives correspondant aux productions des boursiers. En effet, si ces derniers n'ont aucune obligation de remettre à l'administration des beaux-arts leur production de voyage, il est logique que le fonds correspondant à la gestion des bourses, aujourd'hui versé aux archives nationales, ne contienne que des données administratives et aucune production. À force de longues recherches, j'ai fait le constat que ces productions des boursiers ont eu des destins très divers et cela provient de leur statut assez particulier. Sauf quelques rares exceptions, les boursiers n'ont pas considéré ces productions comme appartenant à leurs archives professionnelles. Sans doute parce qu'elles n'étaient pas issues d'une commande ou d'un programme défini, mais les ont conservées dans leurs archives privées. Ce qui implique que les fonds d'archives professionnels que j'ai identifiés pour certains boursiers dans des institutions telles que le Centre d'archives d'architecture contemporaine ou aux archives départementales ou municipales ne contiennent pas les productions de voyage. Ça a été notamment le cas pour le boursier André Aubert que vous voyez sur la droite sur la photo, dont la famille a versé au Centre d'archives d'architecture contemporaine tout le fonds qui correspondait aux archives professionnelles, mais la famille a conservé à titre privé toutes les aquarelles correspondant au voyage de la bourse. J'ai donc compris que dans une grande majorité des cas, ces productions transmises par voie de succession aux descendants des boursiers sont aujourd'hui conservées dans des fonds d'archives privés. Alors, leur identification est un processus complexe qu'il faut pour chaque cas d'étude, car il faut pour chaque cas d'étude, identifier les détenteurs actuels. On peut pour cela s'appuyer sur des ouvrages tels que celui Archives d'architectes qui m'a permis d'identifier quelques fonds. Mais pour le reste, il faut mener des enquêtes de généalogie pour rentrer en contact avec les descendants actuels.
Donc, outre la complexité de cette démarche, que je n'avais pas forcément imaginée en démarrant mon doctorat, il faut noter son caractère quand même chronophage. J'ai dû adapter mon calendrier de thèse à cette contrainte, car les recherches se sont étalées sur les 2 premières années de ma thèse et ne sont pas encore tout à fait terminées, puisqu'il me reste encore quelques fonds à consulter, pour pouvoir rassembler la vingtaine de cas d'études que je souhaitais traiter. Alors, les productions que j'ai pu consulter sont encore une fois révélatrices du libéralisme et de l'absence de programme imposé lié à ces bourses de voyage. À la fois sur la diversité des supports, parce que les boursiers vont aussi bien réaliser des documents graphiques que faire des photographies, écrire des lettres et des cartes postales à leurs proches. Donc ça, on peut en retrouver dans les fonds privés. Quelques rares d'entre eux ont rédigé des carnets de voyage. Et on note aussi une diversité dans le choix des sujets d'études. Donc, on va avoir de l'architecture à travers des relevés dits académiques, mais aussi beaucoup d'inventaires de patrimoine régional, surtout pour les boursiers qui sont partis dans les années 20-30. Mais aussi, dans la grande majorité, des dessins perspectifs de monuments, de paysages, mais également de personnages, donc qui révèlent une certaine envie de garder un souvenir, voilà, des ambiances et de ce qu'ils ont vu au cours de leur voyage. Donc, en conclusion, le modèle des bourses de voyage d'État est emblématique de l'esprit libéral insufflé par la Troisième République dans le domaine des affaires artistiques. On a vu que ce caractère libéral a engendré des enjeux méthodologiques particuliers pour cette recherche. Loin d'être bloquants, ils ont néanmoins nécessité des adaptations de méthodologie à plusieurs étapes clés de la thèse. Voilà. Je vous remercie de votre attention.